Savoir nommer les choses pour ne pas participer au désordre du monde, rien que ça. Plus familièrement, on dirait débunker, signifiant réfuter ou démystifier un concept ou une théorie, sauf que depuis le 7 octobre dernier, le génocide en Palestine en change subrepticement les mots et les concepts sciemment au sein de la sphère médiatico-politique française. Ce soir donc, on vous propose une séance de démystification avec notre invité du jour, c'est tout de suite. En effet, débunkons, exercice de démystification sous votre houlette. Morad Guichard, journaliste indépendant, spécialiste des médias. Bonsoir Morad Guichard. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous, et à mes chers amis et amis algériennes et algériens. Je suis ravi d'être à vos côtés ce soir. On est ravis également, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Morad, journaliste indépendant, je n'oublie pas également que vous façonnez avec beaucoup d'humour un tantinet épicé, tout de même une chronique, ça s'appelle L'œil de Momo sur Média TV, au sujet des dérives du paysage audiovisuel de l'Hexagone. Oui, absolument. Alors, j'ai le hasard. Alors, je suis de la presse écrite. Hein. J'ai travaillé longtemps pour Libération. J'ai travaillé longtemps pour l'agence Reuters. Je travaille pour Politis, pour Street Press et puis pour l'Humanité depuis très longtemps également. Et là, c'est une première expérience de presse télévisée, de presse voilà, télédiffusée. Et en fait, le Média TV donc m'a appelé en octobre dernier. Et donc, comme vous l'imaginez, je me suis retrouvé en octobre dernier, en octobre 2023, et je me suis retrouvé en fait après le 7 octobre à avoir à gérer cette espèce de flux complètement délirant de la presse française qui s'est scindée, littéralement, qui s'est fracturée, ainsi que la gauche française d'ailleurs. Hein, les partis de gauche en France se sont totalement fracturés après le 7 octobre sur la question palestinienne, sur la question de Gaza et sur la question du soutien au non inconditionnel, très souvent, à Israël, qui en fait traduit le soutien inconditionnel à Netanyahou et à l'armée génocidaire israélienne. Alors Morad, on va en parler. Je vous propose, comme entrée en la matière, parlons de ces incendies ayant lieu au sein de la mégapole américaine de Los Angeles, toujours en proie d'ailleurs à des feux dévastateurs. Un bilan humain fait état au moins de 11 morts, 14 000 hectares brûlés. Alors sur les chaînes françaises, on a vu plus d'images au sujet de ces incendies que les images de Raza en 2 ans. Comment l'œil de Momo ausculterait cet état de fait ? Je vais le sculpter très, très prochainement, puisque j'enregistre mardi prochain et je vous invite évidemment à aller voir l'émission qui paraîtra le mercredi, mais c'est complètement délirant. C'est-à-dire que les médias vont s'apitoyer sur, par exemple, Patrick Bruel, sa maison. Alors, je ne sais pas s'il est millionnaire ou je ne sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il est à minima millionnaire, puisque c'est un joueur de poker et un acteur, un chanteur, qui est totalement pro-gouvernement du Likoud, qui est pro-CRIF. Enfin, il ne le cache pas du tout. Hein. Il est invité malheureusement à s'exprimer sur les plateaux de télé pour parler géopolitique. Vous imaginez un chanteur du type Enrico Macias, c'est-à-dire lui, Patrick Bruel, qui est invité dans des émissions extrêmement sérieuses, des émissions du service public français, des chaînes françaises, en l'occurrence la 5, et qui va venir s'exprimer sans qu'on sache d'où il parle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément, les gens ne savent pas qu'il est pro-Netanyahou, mais il va venir s'exprimer sur la géopolitique au Moyen-Orient. Vous imaginez ça? C'est complètement délirant. Eh bien, on va lui faire un pont à lui et puis à la veuve de Johnny Hallyday. Voilà. Donc des millionnaires qui ont perdu un bout de baraque dans un coin de Los Angeles, et on va leur faire des sujets. Mais alors, vraiment, ce n'est pas des baraques, c'est des manoirs. Hein. C'est des... Oui, non, quand je dis un petit bout de baraque, c'est complètement ironique. Évidemment, j'aurais pu dire un mobil-home. Non, c'est ironique, évidemment. Mais pour eux, par rapport à leur patrimoine immobilier mondial, c'est un tout petit bout de baraque, finalement. C'est pas leur résidence principale. Et ben, on va en faire des sujets en rafale. Et le ministre
va intervenir pour dire, alors pardon, j'ai pas son nom en tête au moment où je vous en parle, mais ça va me revenir tout de suite, mais il fait une vidéo face caméra, où il va expliquer que voilà, si vous habitez Los Angeles, on a l'écoute, on va s'occuper de vous, il y a un numéro dédié, l'ambassade va s'occuper de vous et compagnie, alors que, par exemple, pour Mayotte, il y a eu 10 fois moins que ça. Et évidemment, quand on voit les images de Los Angeles et qu'on compare à ce qui se passe à Gaza, on se dit, waouh, quoi, on est quand même sur quelque chose d'un peu différent. Alors, non, les médias français, eux, ne font pas la différence. Alors parlons-en, Morad, concernant le traitement médiatique, que ce soit à l'endroit de Mayotte ou de la Palestine. Le sociologue que vous connaissez bien, Pierre Bourdieu, aurait conclu qu'on viserait ou on souhaiterait à faire sortir la Palestine des champs des représentations. Est-ce que vous avez ce sentiment qui est de plus en plus accru au sein de la sphère médiatique hexagonale ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que de ce côté de la Méditerranée, il y a un sentiment très fort qui a été décortiqué, alors pas que par moi, hein, évidemment, mais par tous les acteurs un peu sérieux du décryptage médiatique. Je pense à Daniel Schneiderman, je pense à mes amis d'Arrêt sur Image qui ont quantifié très sérieusement. C'est-à-dire que sur des heures et des heures, voire des dizaines d'heures de traitement de l'affaire, ils en ont fait un segment, ils ont pris un segment, ils ont calculé ces quelques minutes pour la parole aux Gazaouis, la parole sur les Gazaouis, et puis des heures pour les Israéliens. Et il y a eu, je le précise, il n'y a pas si longtemps que ça encore, une espèce de glorification de jeunes Français qui, de culture ou de confession juive, alors je pense plutôt de confession juive, mais qui partaient participer à un génocide et qui étaient glorifiés. C'était souvent des jeunes gens plutôt physiquement sympas, vous voyez, des jeunes femmes blondes aux yeux bleus, et puis des jeunes gens avec un physique plutôt sympa. Et donc, cette espèce d'héroïsme, on part à Gaza, on lâche tout en France, on part à Gaza, on part en Israël, ils n'allaient pas le dire comme ça quand même, faut pas déconner. On part en Israël et puis on va défendre notre peuple suite aux agressions et compagnie, sans réaliser que, plutôt en réalisant mais en gommant le fait qu'ils allaient participer à un génocide. Est-ce qu'il y a eu des dépôts de plainte concernant ces cas? Oui. On sait qu'en Belgique, ça commence un peu à bouger à ce niveau-là. Absolument. Alors c'est notamment Thomas Porte et il y a deux députés, Thomas Porte et Ercilia Soudet, et trois, et Émeric Caron, qui sont extrêmement qui sont de la France insoumise et du nouveau Front populaire, qui sont extrêmement vigilants par rapport à ça. Et donc ils sont pourris, littéralement pourris par toutes les organisations, les lobbies. Oui. Je lis très tranquillement les lobbies qui sont proches notamment du CRIF et d'autres associations qui soutiennent Netanyahou. Alors le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, pour préciser. Non, alors oui et non. C'est théoriquement le Conseil représentatif. Le mot est important. En fait, il ne représente rien du tout autre que l'extrême droite israélienne, que le Likoud et que des positions complètement extrémistes et ultra-réactionnaires et pro-génocidaires. Et ça, ils ne s'en cachent pas du tout. Donc, ils ne représentent rien. Et ça, tous nos copains, tous nos amis, tous nos camarades de juifs de France qui, eux, sont pour la paix, sont pour l'arrêt du génocide, ne se retrouvent pas dans ça. Et la question essentiel, c'est qu'en fait, ils appellent la communauté, ils appellent une communauté, la communauté juive, qui n'existe pas. Il n'y a pas de communauté juive en France, puisque tous les juifs progressistes ne se reconnaissent pas dans cette communauté qui inclurait le CRIF, dont vous avez donné la définition, et par exemple, Enthoven, tous ces gens-là qui sont des ultra-réacs qui n'ont rien à voir et qui vont même aller trier. Notamment, je pense à la une du journal Le Franc-Tireur, qui est un journal donc, fait par Enthoven, Raphaël Enthoven, qui est un proche du CRIF, et qui vont dire à propos de Tzedek, qui est une association, un regroupement, un mouvement de juifs français, mais
qui sont pacifistes et qui sont oui, on peut le dire comme ça, qui sont anti-CRIF, qui sont l'antithèse du CRIF, eux vont prendre fait et cause pour la défense du peuple Alors, palestinien. on va en parler. Attendez, je termine juste là-dessus. Je vous en prie. Et eux, ils sont qualifiés de quoi? En une de ce journal qui s'appelle Franc-Tireur, un journal français d'obédience, donc Printemps républicain, de Valls et compagnie. Ils vont titrer Juifs, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils trient les Juifs en fonction de leurs critères à eux. Donc il y a des bons Juifs et des mauvais Juifs. Je ne sais pas si ça vous rappelle ou pas quelque chose. Alors, on reste encore un peu sur ces incendies qui touchent encore la Californie. 14 000 hectares brûlés, plusieurs manoirs de stars brûlés. Alors, il y a un acteur connu, je ne sais pas si vous connaissez, James Wood, qui tweetait il y a quelque peu au sujet des Razaouis, des Palestiniens. Tuez-les tous, aucun compromis, aucun pardon. Au sujet donc des Palestiniens de Raza depuis le génocide. Donc, alors ce même acteur qui appelle au génocide a pleuré il y a 2 jours sur CNN car sa maison avait été totalement brûlée et détruite dans les incendies qui ravagent les environs de Los Angeles. On le voit, hein, c'est un acteur donc qui encourage le génocide, tout comme certains en France. Vous nous en avez donné quelques exemples. Alors pensez-vous, Mourad, que les médias occidentaux ou leurs relais pourraient devoir rendre des comptes un jour? Non, logiquement, oui. Politiquement, je ne pense pas. Il y a beaucoup d'acteurs en Occident, en France, qui ont pris l'exemple. Évidemment, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est le procès de Nuremberg. Pourquoi? Parce que, toute proportion gardée, le procès de Nuremberg a mis en exergue le fait que il n'y avait pas que des militaires, il n'y avait pas que des propagandistes, des Goebbels, donc potentiellement des gens qui interviennent pour dire il n'y a pas il n'y a pas de massacre de masse, il n'y a pas de génocide à Gaza, et qu'ils le répètent sur les plateaux, ce qui est le cas en France de manière récurrente. Ces gens-là pourraient être qualifiés effectivement de collabos. Eh bien, régulièrement, des gens sérieux, des historiens, avancent que Nuremberg a montré et a fait exécuter des journalistes qui, effectivement, alors toute proportion gardée, je le redis, a fait exécuter des journalistes, des patrons de presse de l'époque nazie, qui ont participé effectivement à faire accepter la solution finale et qui donc ont collaboré à la solution finale. Peut-être pas tous, Mourad, hein, peut-être pas tous, parce qu'il y a certains qu'on a retrouvés aux États-Unis. Il y a beaucoup de scientifiques nazis à travers l'opération Paperclip qui sont retrouvés aux États-Unis. Enfin, c'est une grande histoire, on ne va pas trop rentrer dans ça. Alors, il faudrait 2 heures d'histoire. Voilà, exactement, il faudrait qu'on fasse une émission. Qui étaient présents. Je parle, mon cher confrère, de ceux uniquement qui étaient présents sur les bancs à Nuremberg et qui ont été condamnés à mort. Parce qu'il a été reconnu que ça participe. La propagande journalistique participe effectivement à un génocide, potentiellement, et c'est le cas. Je suis très, très sceptique sur le fait que ça puisse arriver avec l'Occident aujourd'hui, qui est toujours dans une espèce de posture de culpabilité vis-à-vis d'Israël, et qui est encline à mort, et qui n'a pas de compte à rendre, hein, parce qu'il n'y a pas de conseil de l'ordre chez nous. En France, il n'y a pas de conseil de l'ordre des journalistes. On peut dire les pires horreurs, les pires mensonges. On peut sortir les pires horreurs. Il n'y a que si on est poursuivi par des intéressés. Mais souvent, vous savez, c'est très flou. Ils ne citent pas toujours des noms. Donc, c'est compliqué de les poursuivre. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient poursuivis. Mais ils ne le sont pas, rarement. Quand ils le sont, ils sont condamnés. Notamment Valeurs Actuelles, que j'appelle Valeurs Médiévales, journal d'extrême droite. Toute une série de chaînes, notamment ce qu'on appelle télé ou radio Mille Collines, CNews, a été condamné à plusieurs reprises aussi, qui a été le promoteur d'Éric Zemmour. Mais c'est assez rare quand même. Et je pense qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite parce qu'il n'y a pas de poursuite, et que je doute qu'il y ait à la fin un procès type Nuremberg pour ses collaborateurs, ses collabos, que sont tous ces gens qui ont menti et qui continuent de mentir sur ce qui se passe à Gaza, sachant que, évidemment, je pense que vous allez en parler, mais Lancet a sorti un rapport où on est à plus 41% de victimes. Je crois qu'on est à... Alors, je ne sais plus à combien... Officiellement 46 000, mais sans parler des
des dizaines de milliers peut-être sous les décombres. Enfin, on verra ça une fois que les décombres seront... on effectuera des recherches et on démêlera un peu tout ça. Enfin, on est loin de faire le bilan de cet apocalypse, parce que c'est le cas de le dire. Mais Mourad, j'ai envie de vous présenter quelqu'un. Alors en ce moment, il y a un tropisme sioniste au sein des médias qui coïncide avec les sorties acerbes contre Alger. Je vous laisse découvrir une de ces illustres porte-voix, je vous demanderai de réagir après. On a un otage français. On a un otage français en Algérie. Il s'appelle Boualem Sansal. Donc rien que ça déjà, on aurait dû interrompre les visas. Et quand je dis interrompre les visas, c'est interrompre les visas. Ça veut dire même pour les franco-algériens, fini. Va plus. Les regroupements familiales, fini. Donc, il faut faire des moyens de pression. Mais c'est pas des moyens de pression. Et puis qu'ils arrêtent avec leur chantage, le gaz. Eh ben, on n'en prend plus de votre gaz. Ouais. Et puis, on n'en prend plus de rien du tout. Puisque l'Algérie s'essuie les pieds sur la France. Pourquoi on est puisque si faible ? Un influenceur algérien ose, depuis la France, tenir des discours qui sont quasiment des appels au meurtre et des appels au viol d'opposants algériens. Alors Mourad, vous voulez réagir? Juste un petit bémol, on remarque, enfin on fait remarquer que l'accord de 1968 a été vidé de son contenu depuis très longtemps. Enfin bref Mourad, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce concours de décibels? Oui, alors elle est complètement hystérique, elle est complètement barrée. Alors, elle est communautarée, comme je les appelle. Elle fait partie des communautarés. Si vous voulez, ces gens-là ont bar ouvert. Alors, je précise ça pour vos téléspectateurs, nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne regardent pas ça. Et je leur souhaite de ne pas le faire. Mais en France, actuellement, ça n'est que ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont incompétents, qui n'ont aucune espèce de connaissance des dossiers. Par exemple, vous voyez, là, elle vient de dire on va retirer les visas aux franco-algériens qui veulent se rendre en Algérie ou faire l'aller-retour France-Algérie. Elle ne sait même pas qu'il n'y a pas besoin de visa pour les franco-algériens. Et comme par hasard, par exemple, pour Sansal, bah là, on ne se pose pas la question. On défend c'est en France, hein, on défend un ressortissant français. Alors qu'avant, c'était un arabe, un algérien, quoi. Et là, maintenant qu'il y a un problème diplomatique, ça devient un français. Et on ne réalise pas qu'en fait, il n'y a pas de différenciation entre des Français et des Algériens quand ils sont franco-algériens. Bah, ils sont des deux pays, voilà. Et donc, ils n'ont pas besoin de visa. Et donc, on a cette haine totale, absolue, cette vengeance. Et puis, d'un coup, on se met à aimer des Arabes parce que ça va permettre de détester l'Algérie, par exemple. Mais ça peut être pareil pour le Maroc. Hein. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'actualité. Et en France, la question algérienne est exactement à l'image de ce que vous venez de montrer, Karim. C'est-à-dire que c'est de l'hystérie totale, complète, et puis une espèce de vengeance comme ça sur l'histoire coloniale algérienne, qui est complètement délirante, avec un ressort régulier que je pointe dans mon émission, qui est de dire vous pourriez au moins nous remercier parce qu'on vous a laissé des hôpitaux, des chemins de fer, des écoles, des machins. Non, on vous a pas pillé, hein. On vous a pas pillé du tout. On n'a pas pris le pétrole et compagnie. Donc c'est complètement délirant. Alors Mourad, vous avez diagnostiqué le travail des médias, ou plutôt le traitement médiatique autour du génocide en Palestine. Et comment ne pas parler de ces fameux faux bébés décapités qui ont servi de casus génocide, j'ai envie de dire. Cela d'ailleurs nous rappelle l'affaire des couveuses koweïtiennes pour favoriser la guerre en Irak. Vous avez un commentaire sur ce casus belli, entre guillemets, au sujet de ces fake news, de ce bébé dans le four et de ces 40 bébés. 40, il y a toute une symbolique, Mourad. Oui, Ali Baba et les 40 voleurs. Non, ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que
en fait, il n'y a pas de, contrairement à la Belgique, contrairement à d'autres pays, il n'y a pas de régulation des journalistes en France. C'est-à-dire que moi, j'ai une carte de presse qui est équivalent à celle de tous les menteurs, de tous les gens qui ont reconnu, y compris, dont on a reconnu, on a prouvé le mensonge, si vous voulez. Et cette carte de presse, elle est fournie par la commission de la carte de presse des journalistes professionnels. Il y a aucune condition. Il faut que vous compreniez bien ça. Quand vous regardez depuis Alger, quand vous regardez les médias français, comprenez bien qu'ils sont tenus, Rutel Krief, par exemple, ou les intervenants sur les plateaux, alors Gilles Bornstein ou d'autres, les intervenants sur les plateaux, comme Caroline Fourest ou Enthoven, ne sont pas tenus à la moindre règle déontologique et éthique. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une carte de presse, ils peuvent avoir une carte de presse qui soit renouvelée après avoir menti. Alors justement, Mourad, je vous interromps, pardon, les preuves de génocide ne manquent pas, des rapports de l'ONU, l'action en justice de l'Afrique du Sud à la Cour pénale internationale qui évoque une intention génocidaire, soyons précis dans les termes. Comment expliquez-vous ce tropisme sionisme au sein de la sphère médiatico-politique hexagonale? Comment vous l'expliquez? C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas tant de pression que ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en Occident, en Europe, il y a toujours cette espèce de culpabilité, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il y a ce besoin. Alors, il faut que vous compreniez bien que, par exemple, au moment de la guerre en Ukraine, des journalistes, des intervenants, ce que j'appelle les experts en carton, là, qui n'y connaissent rien mais qui vont tout vous raconter sur les plateaux, ont osé dire, tenez-vous bien, alors que se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'on accueille à ce point-là, à bras ouverts, mais vous n'imaginez pas en France comment on a accueilli à bras ouverts les Ukrainiens. Mais tant mieux, tant mieux. Sauf que, évidemment, des gens ont posé des questions dans le mois, mais qu'est-ce qui fait qu'on les accueille comme ça, alors qu'on refuse d'accueillir les Syriens, les Libyens et ainsi de suite? Eh bien, il y a des gens qui se sont trouvés à dire, sans contradiction sur les plateaux télé en France, ils ont les mêmes voitures que nous. Alors, ils n'ont pas osé dire, ils ont les mêmes yeux que nous, c'est des blonds aux yeux bleus, c'est des gens bien, quoi, c'est des gens comme nous, et donc on va les accueillir. Mais c'est le cas, c'est littéralement le cas. Eh bien, c'est un peu le même problème avec les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a une proximité avec Israël, avec des gens d'influence. Je pense à BHL, je pense à Enthoven, je pense à toute une série de personnes qui ont une influence réelle. Et Elnet, et j'ai diffusé, alors peut-être vous pourrez mettre un lien, mais j'ai diffusé une vidéo d'Elnet qui raconte très clairement. Donc Elnet, c'est un lobby pro-israélien, alors pas pro-israélien le pays, pro-Likoud, pro-Netanyahou et donc par extension génocide, qui dit clairement que la LICRA, que toute une série d'associations et de mouvements sont des bras armés qui vont permettre de façonner le point de vue des médias, des politiques et ainsi de suite. Ils embarquent des dizaines, des centaines de députés, de journalistes, d'influenceurs et de gens sur les plateaux télé qui vont les emmener gratos en Israël, qui vont les loger gratos dans des hôtels, et c'est pas des Formule 1, c'est dans des super hôtels avec la bouffe, avec la balade, la propagande et compagnie. Donc, si vous voulez, quand les gens reviennent, ils ont une tendance quand même assez légère à défendre le régime de Netanyahou. Mais ce serait trop facile de dire ça comme ça. Simplement, je pense qu'il y a réellement, a priori, une sympathie, une espèce de connivence avec Israël, et que entre Israël et les Arabes, les Palestiniens, c'est pas des Arabes à proprement parler, mais enfin, pour eux, c'est des Arabes, des terroristes, machin. Il y a une prédisposition à les défendre. Alors, sauf que, je termine là-dessus, sauf que malheureusement, l'opinion publique, malheureusement pour eux, l'opinion publique a été, y compris sur le service public quand même, cette position a été prégnante chez nous. L'opinion publique s'est retournée et a pris fait et cause pour le peuple palestinien, y compris les instances internationales, donc le droit international. Et là, ils ont fait une petite machine arrière, sauf que dès qu'il y a un petit événement, comme par exemple ce qui s'est passé à Amsterdam,
avec les fachos hooligans du groupuscule de débiles arabophobes qui ont proféré des trucs dégueulasses sur les Arabes. Le bêtard. Oui, absolument. Et sur les Palestiniens et sur les enfants palestiniens. Je veux dire, c'est quand même délirant. Ça devrait tomber sur le coup de la loi. Eh bien, ces mecs-là, parce qu'ils ont été simplement baffés, poussés au sol, on a parlé de pogrom. Waouh, quoi. Alors Morad, aux États-Unis, depuis le 7 octobre, des ONG en lien avec le ministère sioniste de la diaspora auraient injecté 8,2 millions de dollars pour relancer un projet qui s'intitule Voice of Israel. C'est une enquête du New York Times qui le dit, pour faire pression sur les congressmen et surtout les présidents des campus universitaires après les manifestations qui ont traversé les universités d'élite comme Harvard ou Pennsylvania State, des manifestations pro-palestiniennes. Mais le but étant de faire pression sur les législateurs, voire de changer la législation. Toute critique demain envers l'entité sioniste sera proscrite en Occident. Et on le voit, hein, on en voit les prémices en France, notamment sur les réseaux sociaux, Morad. Ah oui. Non, mais je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils s'en cachent plus. Tout à l'heure, je parlais d'Elnet, donc ce fameux groupe de lobbying israélien. Alors, et je le redis, parce que c'est important dans cette période, il faut le redire. C'est quand je dis israélien, c'est pas évidemment l'État d'Israël, c'est le pouvoir en place, le Likoud, l'extrême droite israélienne. Et donc, il y a, effectivement, ils ne s'en cachent plus du tout, ils mettent les moyens, ils payent des gens. Alors, je pense à Julien Bahloul, par exemple, qui est un ancien porte-parole de l'armée israélienne, qu'il ne faut surtout pas, s'il vous plaît, appeler Tsahal, parce que Tsahal, ça veut dire notre armée, hein, c'est un terme affectueux, c'est une armée génocidaire israélienne. Hein. Donc, l'armée génocidaire israélienne a des gens, d'anciens porte-parole, dont Julien Bahloul, qui vont aller sur les antennes de CNews, la chaîne d'extrême droite condamnée en France. Morad, terminez votre phrase. On arrive malheureusement à la fin. Terminez juste votre phrase. Conclusion, s'il vous plaît, rapidement. Je vous en prie. Non, je réponds à votre question. Pardon. Il ne se cache plus. Il finance de manière évidente, claire, précise, revendiquée, à la fois des gens sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, y compris démocratie, pour faire de la propagande éhontée pour l'armée génocidaire. Voilà, c'était Morad Guichard. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes journaliste et débunker des médias à travers votre chronique sur Média TV, que j'invite tout le monde à découvrir. Bien à vous, Morad, et à bientôt. Aujourd'hui se conclura donc notre émission du jour, notre édition du jour. Merci de l'avoir suivi.